Alors, les États-Unis, une puissance exceptionnelle, je vais traiter ce thème depuis 1945 essentiellement. Le plus grand espoir du monde, dit le président Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis au début du 19e. Le dernier et le meilleur espoir sur cette terre, dit Abraham Lincoln, premier président républicain américain. La nation indispensable, disait encore dans les années 90 Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État de Bill Clinton. Ainsi, les dirigeants politiques américains, républicains, démocrates, parlent-ils de leur nation avec une modestie qui n'a d'égal que celle de l'autre grand pays professant des valeurs universelles, le nôtre. Au-delà de la boutade, ces formules rappellent que ces gens, ces hommes, ces femmes, ces Américains, considèrent leur pays comme une exception. Le Vérus Israël, le vrai Israël, disaient les Pilgrim Fathers, les pères pèlerins au XVIIIe siècle, un pays investi d'une mission, une mission à la fois séculière et divine, construire la cité sur la colline, selon les mots de John Winthrop, qui était le premier gouverneur du Massachusetts au XVIIe siècle. Bref, un îlot de pureté, conforme aux lois de Dieu, de la nature, de la raison, ce qui pour les pères fondateurs, hommes des Lumières, revenait presque au même. Et si cette cité idéale est restée cantonnée sur le continent américain au XIXe siècle, vous le savez tous et toutes, elle a rayonné au XXe siècle, et singulièrement après 1945, traduisant et renforçant par là l'exceptionnalité américaine. Cette vision providentielle, dont j'ai fait quelques citations, explique largement le discours terratologique, c'est la science des monstres, des dirigeants américains, puisqu'ils sont en lutte contre l'empire du mal, contre les rogue states. Ils vont combattre, ce sont les mots de George Bush Jr., Gog et Magog, ce sont des démons de l'Ancien Testament. C'est ainsi que George Bush a présenté à Jacques Chirac l'intervention en Irak en 2003. Il fallait combattre Gog et Magog au Moyen-Orient. Bref, la conviction qu'ont les dirigeants américains d'œuvrer pour le bien de l'humanité. Et si les États-Unis sont exceptionnels, eh bien vous le voyez, c'est non seulement sur le plan qualitatif, comme je viens de vous le montrer à l'instant, mais aussi sur le plan quantitatif, eux qui ont été taxés à la fin des années 90 d'hyperpuissance, même si cette hyperpuissance finalement elle est restée courtement. Pourtant, vous le savez tous et toutes, tout a changé à partir de 2001. D'abord parce que le 11 septembre, il y avait précipité les États-Unis dans deux guerres et deux enlisements importants, l'intervention en Afghanistan en 2001, puis l'intervention en Irak en 2003. Je vous rappelle que la guerre d'Afghanistan est la plus longue guerre qu'ont menée les États-Unis de leur histoire aujourd'hui. 2001 est normalement sortie de troupes en 2014. Et au fond, l'impossibilité qu'ils ont eue de faire bouger un certain nombre de dossiers au Moyen-Orient, le Proche-Orient, Israël bien sûr, et puis l'hypothèque iranienne. Depuis 2001 également, tout a basculé, singulièrement à partir de 2007-2008 du point de vue économique, puisque les États-Unis ont connu la plus grave crise, et le monde, depuis, en fait nous verrons pas tout le monde, depuis 1929. Grave crise d'ailleurs dont la conséquence pour nos pays est une forme finalement de renversement du monde, comme l'avait écrit Hervé Juvin dans son ouvrage éponyme en 2010. Un renversement du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui et dans lequel les estimations de croissance de 2012 donnent une croissance de 3,2% pour l'ensemble du monde, mais qui se divise en réalité pour 1,3% chez nous, dans les pays développés, industrialisés, contre 5,1% dans les pays émergents. Un rattrapage fulgurant donc, dont la crise finalement a accentué en quelque sorte la dynamique. Alors est-ce que cela signifie la fin de l'exception américaine, de cet empire sans empire en quelque sorte, de cette puissance aux dimensions du monde comme jamais nous n'en avons connu? Est-ce que ça signifie une normalisation de cette puissance, un rabaissement, comme l'a soutenu par exemple Olivier Zajac dans son ouvrage « La nouvelle impuissance américaine » qui a été primé ici l'an dernier, en 2011, au Festival de géopolitique? Ou alors, l'exception américaine ne consiste-t-elle pas finalement en une extraordinaire capacité de résilience du pays, de sa population, de ses dirigeants, c'est-à-dire une capacité à relever les défis, à faire face? C'est ce que soutient par exemple Fareed Zakaria dans son ouvrage Post-American World, qui est paru en 2008. Après tout, pensez qu'il y a eu 1974, la déconfiture absolue, la démission du président Nixon en 1974, la perte du Vietnam en 1973, le choc pétrolier en 1974, 73, 1974. Et puis après, il y a eu 81, America is back. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'exception américaine se maintient, peut se maintenir, ou au contraire, n'est-elle pas en mauvaise posture? C'est ce que je vais essayer de voir avec vous. Puis il y aura des questions après, bien sûr, si vous souhaitez réagir. Alors, je vais procéder, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants, et c'est un peu la commande, en 3 temps, bien sûr. Bon, parfois, c'est pas si mal. Ça évite les choix en 2, dont vous savez, et les dernières élections ont donné l'occasion, qu'ils sont très caricaturaux.
Alors, je verrai dans un premier temps comment se manifeste l'exception américaine, au fond l'exception américaine dans la manifestation de sa puissance. Dans un deuxième temps, j'envisagerai la question de l'exception américaine dans sa forme elle-même, ce qui est exceptionnel dans la forme de la puissance. Et enfin, nous demanderons ensemble si cette exception peut durer dans le nouveau monde, le monde du XXIe siècle. Alors d'abord, comment se manifeste cette exception américaine? Là encore, évidemment, j'ai trois batteries de sous-points. D'abord, la première manifestation de la puissance américaine, c'est que les États-Unis trônent à la première place mondiale dans quasiment tous les registres. Sur le plan économique, quelques rappels, en 1945, les États-Unis représentent à eux seuls 50% du PIB mondial, 50% de la production industrielle également, et aujourd'hui, malgré tous les rattrapages, malgré toutes les émergences, malgré le fait qu'en 1945, ils sont seuls finalement face à l'URSS. L'Europe aujourd'hui existe, elle est bien constituée. La Chine et les émergents rattrapent, les BRICS pèsent à peu près 22% du PIB mondial. Les États-Unis font toujours 21% à eux seuls du PIB mondial, un cinquième de la richesse mondiale. C'est évidemment de ce point de vue-là la plus grande puissance du monde. Leurs deux grandes bourses de valeurs, c'est-à-dire Wall Street, qui cote, vous le savez, les valeurs industrielles, et le Nasdaq, qui depuis 1971 cote les valeurs de haute technologie, dans lesquelles sont à peu près coté presque tout ce que vous avez dans vos poches, devant les yeux, etc., eh bien, ces deux bourses mises bout à bout pèsent à elles seules à peu près un tiers de la capitalisation boursière mondiale. Les États-Unis disposent, via leurs entreprises, des 132 firmes américaines parmi les 500 premières, et elles sont évidemment notées et cotées, ces 132, parmi les toutes premières. Vous en connaissez tous et toutes. Dans le domaine de la grande distribution, c'est Walmart, qui est régulièrement numéro 1, numéro 2 mondial en chiffre d'affaires. Dans le domaine du pétrole, c'est par exemple ExxonMobil. Dans le domaine de l'informatique ou du conseil, c'est par exemple IBM, qui fait du conseil plutôt. Vous connaissez évidemment Apple, qui ne connaît pas Apple, qui a été courtement la première capitalisation boursière du monde en 2012. Etc., etc. Et quant à General Motors, c'est bien qui a surpassé à nouveau Toyota l'an dernier dans le classement des entreprises automobiles. Bref, des géants bien sûr. Simplement, les fondements de cette puissance ont changé. Alors qu'ils étaient plutôt l'industrie en 1945, eh bien aujourd'hui la puissance américaine se fonde en grande partie et avant tout dans sa capacité à l'innovation. Je veux donc parler des services. Le dollar économiquement est également évidemment l'un non seulement des emblèmes mais également des outils de la puissance. Le dollar qui, à partir de 1944 jusqu'en 1973, était la monnaie pivot du SMI, du système monétaire international, qui, ce SMI ayant volé en éclats, eh bien, le dollar a conservé cette place, cette primauté. Le dollar est la monnaie de référence. 62% des réserves en devises des banques centrales dans le monde sont constituées en dollars, contre 28% pour l'euro. 43% des échanges mondiaux sont libellés en dollars, contre 18% pour l'euro. Finalement, de part et d'autre 73, et malgré la fin du SMI, le dollar a gardé sa primauté. Bref, vous l'avez compris, première place mondiale dans ce qui est des indicateurs économiques. Première place mondiale également sur le plan militaire. Les États-Unis, à eux seuls, c'est à peu près 47% de la dépense militaire mondiale, à eux seuls, presque 50 tous les ans. Le numéro 2 étant un bon numéro 2, c'est la Chine avec 7%. Enfin, déclaré. Alors, c'est peut-être un peu plus, on a des estimations fantômes, mais ça ne monte pas beaucoup au-dessus de 10, si vous voulez. Donc, la dépense américaine est quand même sans commune mesure avec les puissances qui succèdent. D'ailleurs, les États-Unis disposent de 4 des 5 premières firmes mondiales dans le domaine de l'armement, dont Lockheed Martin, par exemple, Boeing. La seule firme qui est d'ailleurs en première place mondiale dans le domaine de l'armement, c'est une firme britannique, BAE Systems, dont on a entendu parler il y a quelques mois, puisqu'il y avait un projet de fusion avec EADS, qui ne s'est pas fait à cause ou grâce à la chancelière Merkel. Les États-Unis disposent évidemment dans le domaine militaire également, leur fleuron, c'est l'arme atomique, qu'ils possèdent, qu'ils maîtrisent depuis 1945, dont ils ont fait usage finalement en début de période, et ce qui a suffi finalement pour établir un équilibre de la terreur, vous le savez, à 2 reprises donc au Japon. Les États-Unis, c'est également la 3e armée du monde en nombre d'hommes, derrière l'armée chinoise, qui est la plus importante, avec 2 millions, l'armée indienne, dont j'ai oublié le chiffre, et l'armée américaine, c'est 1,4 million à peu près, mais c'est l'armée la plus technicisée du monde, c'est l'armée au potentiel technologique le plus important. Elle dispose de 200 000 Marines qui peuvent intervenir à tout moment, et avec la doctrine du Prompt Global Strike, eh bien, l'armée américaine entreprend de pouvoir intervenir dans n'importe quelle zone du monde à partir de ses bases en moins d'1 heure. 320 bases dans le monde, 6 flottes. La première, c'est les gardes-côtes, mais la flotte 2, 3, 4, 5, 6, 7 sont des flottes qui sont présentes dans toutes les grandes mers, en Méditerranée, en Atlantique, occidentale, orientale, dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique, etc. Bref,
c'est de très très loin la première puissance, ce qui, nous verrons d'ailleurs, n'assure pas toujours le succès. Enfin, sur le plan culturel et intellectuel, bien évidemment, les États-Unis, là encore, surclassent largement, de manière écrasante, tous leurs rivaux. Ils représentent à eux seuls 40% de la dépense en recherche et développement mondiale. Ils ont récolté 45% des prix Nobel, de la totalité des prix Nobel depuis 1901. Le seul domaine dans lequel on les a surclassés en Nobel, c'est la France en littérature, c'est tout. Pour le reste, c'est-à-dire dans les prix Nobel qui rapportent de l'argent, la médecine, la physique, etc., eh bien, ils nous surclassent. Je vais vous donner 2-3 exemples, vous verrez immédiatement ce que c'est qu'un surclassement. En médecine, par exemple, les États-Unis ont récolté, depuis la création des prix Nobel, depuis 1901, ils ont récolté 90 prix Nobel de médecine. La deuxième puissance, c'est le Royaume-Uni, 28. En physique, ils en ont récolté 83. La deuxième puissance, c'est l'Allemagne, 24. Donc autant dire que cette domination est quasi totale. Sur quoi elle s'appuie? Eh bien, elle s'appuie sur des universités, vous les connaissez toutes et tous et toutes. 8 dans le classement de Shanghai, qu'on ne peut pas soupçonner d'être tout à fait pro-américain. Eh bien, le classement de Shanghai, sur les 10 premières universités du monde, classe 8 universités américaines, les 2 autres étant Oxford et Cambridge. 55 universités sur les 100 premières dans le classement de Shanghai sont américaines, avec, vous connaissez le trio de tête, Harvard, Stanford et le MIT. Donc 2 à Boston et la troisième, Stanford, sur la côte ouest. Bref, une capacité exceptionnelle de production de cerveau, d'attraction de cerveau, le brain drain que vous connaissez tous et toutes. 52% des étudiants à l'UCLA, l'Université de Californie, sont asiatiques en première année, et dans toutes les sciences dures, la majorité des professeurs sont étrangers, bien sûr. Alors ça, c'est un premier sous-point, si vous voulez, en termes de manifestation de la puissance. Dans le domaine dans les 3 registres de la puissance, au fond, la puissance militaire, la puissance économique, la puissance culturelle et le trône. Mais si les États-Unis sont une puissance exceptionnelle, ce n'est pas seulement qu'ils dominent, au fond, dans ces 3 secteurs, c'est qu'également, ils ont évincé leurs rivaux. Je vais en voir avec vous 3 principaux, de différentes natures d'ailleurs, un rival géopolitique, l'URSS, et puis 2 rivaux économiques, Japon, Europe. L'URSS, bien sûr. L'URSS a été le grand ennemi de 1945 à 1991, bien sûr. L'empire du mal, selon les mots de Ronald Reagan. Eh bien, l'URSS, finalement, est tombé, a implosé, parce que le modèle américain s'est révélé supérieur. Lorsque Ronald Reagan a relancé la course à l'armement, à partir de 1983, son fameux programme d'IDS, l'initiative de défense stratégique, surnommé Star Wars à l'époque, car ça sortait en même temps qu'un épisode éponyme, eh bien, les États-Unis ont dépensé pour ce programme de réarmement entre 5 et 6% de leur PIB. Au même moment, l'URSS, pour soutenir l'effort, dépensait, elle, 20%. Autant dire que le modèle soviétique eh bien, était à terre. D'où la demande de pouce de la part de Gorbatchev en 1985 et finalement l'implosion. Triomphe donc par rapport au modèle soviétique. Avec le Japon, le rival japonais, on l'oublie aujourd'hui. Aujourd'hui, les yeux sont rivés sur la Chine, dont vous savez d'ailleurs la puissance est plus fragile qu'on le pense. La croissance baisse, il y a des dysfonctionnements internes qui se révéleront probablement. Mais dans les années 80, la puissance qui faisait peur et qui donnait lieu à des best-sellers qui inquiétaient, c'était le Japon. Le grand manuel de prépa du début des années 90 titrait sur le Japon, ce Japon qui fait peur. On imagine mal aujourd'hui un chapitre sur une puissance endettée entre 220 et 240% de son PIB, avec une dette donc tout à fait écrasante, c'est la deuxième dette du monde, la dette japonaise, une puissance frappée depuis 20 ans d'une crise de langueur. Eh bien, c'était pas ça. Le Japon des années 80, c'était un Japon qui donnait lieu à énormément d'essais de la part d'Occidentaux, qui revenaient médusés d'un Japon très dynamique, qui avait lui résisté à la crise des années 70, qui avait traversé le choc pétrolier sans que sa croissance soit endolorie. Eh bien, dans les années 80, le Japon doit céder aux pressions américaines, relever son yen, c'est l'endaka, la montée du yen, se libéraliser partiellement, d'où une crise, la crise qui éclate au début des années 90. Songez que, l'image est parlante, je pense, au début des années 90, au sommet de la bulle immobilière japonaise, avant qu'elle n'éclate, la superficie du palais de Tokyo, la demeure de l'empereur, un petit bout du 8e arrondissement, si vous voulez, coûtait plus cher au mètre carré que la totalité de la Californie. Cette bulle s'est dégonflée très fortement à partir de 90 et de 92 surtout, et le Japon aujourd'hui n'est plus un adversaire, n'est plus un véritable rival. Troisième rival qui aurait pu ou qui s'est dressé face aux États-Unis et dont finalement ils ont triomphé d'une manière non violente, c'est l'Europe. Et là c'est un peu le paradoxe puisque vous le savez, dans les années 50, les États-Unis ont adoubé la construction européenne. Nous étions en contexte de guerre froide et pour les États-Unis, avoir une Europe puissante, c'était avoir un rempart puissant face au mur, face au bloc de l'Est.
D'où le fait que les États-Unis ont parrainé en 51 eh bien, la CECA et en 57 plus encore la CEE. Mais à la fin des années 70, eh bien, cette Europe est devenue un géant agricole, premier exportateur agricole à la fin des années 70, un géant commercial, première zone commerciale du globe, qui l'est toujours d'ailleurs. Je vous rappelle que l'Europe pèse à peu près 37,1% du chiffre 2012 hein, du commerce mondial. Les États-Unis sont loin derrière. États-Unis-Canada, c'est 12,8%. Bon. Et l'Asie, ce n'est que 31%. Mais l'Europe est toujours, depuis 30 ans, une grande puissance commerciale. Qu'est-ce qui pouvait effrayer au fond, ou en tout cas, qu'est-ce qui pouvait rivaliser, qu'est-ce qui pouvait faire de l'Europe un rival des États-Unis? Eh bien la PAC, la politique agricole commune, la puissance agricole, le food power, comme on dit en anglais, et puis évidemment l'euro, à partir des années 90, 2000 surtout, naissance en 99 sur les marchés, et dans nos poches en 2002, l'euro qui, très ouvertement, enfin se voulait être un concurrent du dollar. Bon. Or, dans les deux cas, eh bien, force est de constater que les États-Unis, au fond, sont sortis vainqueurs de cette forme de compétition, puisque la PAC est constamment révisée à la baisse, et il est fort à parier que dans le prochain budget européen 2014-2020, eh bien, la part de la PAC soit réduite, ou en tout cas, si vous voulez, cantonnée. En tout cas, elle n'augmentera pas, bien sûr, alors que les États-Unis votent très largement tous les 4 ans enfin, des lois enfin, de subventions agricoles importantes. Et quant à l'euro, évidemment, eh bien, la crise de la zone euro est en quelque sorte, mais ils ne peuvent pas trop s'en réjouir, mais en quelque sorte consacrent le dollar comme monnaie de référence. Et vous savez peut-être que, eh bien, aujourd'hui, un très grand nombre de détenteurs de bons étrangers eh bien, revendent et achètent des bons du Trésor américain. Jamais la dette américaine n'a été si facilement achetée. Le dollar reste bien sûr la grande monnaie de référence. Bref, les États-Unis sont une grande puissance dans les 3 registres de puissance, une grande puissance qui a triomphé de 3 rivaux. Et enfin, c'est mon 3e point, les États-Unis se différencient de toutes les autres puissances par plusieurs caractéristiques. D'abord, ils sont la seule puissance, et c'est ce qui fait leur exception et leur caractère exceptionnel, ils sont la seule puissance à détenir, à maîtriser toutes les formes de la puissance, tous les attributs, comme le notait déjà Kissinger dans les années 70, qui était conseiller spécial du président Nixon, puis secrétaire d'État, ou encore Zbigniew Brzezinski, qui a été lui conseiller de Jimmy Carter, et qui notait dans un ouvrage, le Grand Jeu, dans les années 90, que seuls les États-Unis maîtrisaient à la fois la puissance militaire, technologique, économique et culturelle. Et il est vrai que si l'on additionne, pour faire vite, mais là je vais faire une sorte de bouillabaisse, le Pentagone, Boeing, Coca-Cola, Microsoft, Hollywood, CNN, la langue anglaise, les universités, etc., eh bien, cette situation, au fond, de domination dans les grands registres de la puissance sont quasiment sans équivalent dans l'histoire. On pourrait utiliser la formule de Justin Weiss, qui est un grand spécialiste des États-Unis, qui parle de l'empire du milieu. Il ne parle pas de la Chine, mais bien des États-Unis, car ils sont en quelque sorte le centre du monde. C'est là où tout se passe, à travers des lieux exceptionnels, New York et la capitalisation boursière, Chicago et le marché des céréales. Vous savez que c'est à Chicago où se trouve le CME, le Chicago Mercantile Exchange, qui est la première bourse en valeur du monde dans le domaine céréalier, et où est fixé concrètement le prix d'un grand nombre de céréales. C'est le food power, Chicago. Washington est la puissance militaire, monétaire, avec le FMI. Hollywood, la patrie des images, du design. San Francisco, le berceau d'Internet. Boston est 2 des 3 premières universités du monde. Nashville et ses studios d'enregistrement. Puissance exceptionnelle, donc, car elle détient au fond tous ces registres. Mais la puissance est exceptionnelle aussi américaine, car, je vous le disais, peut-être avec la France de De Gaulle, les États-Unis partagent ou ont le sentiment, via leurs dirigeants, d'être une exception dans l'histoire. Les phrases citées en introduction en témoignent. On pourrait donner d'autres exemples, comme celle d'un des pères fondateurs, Thomas Paine, qui avait écrit un ouvrage assez célèbre en 1776 qui s'appelle Common Sense, et qui développe cette idée de l'exceptionnalité de la mission des États-Unis dans l'histoire, ou alors encore, pour reprendre une expression que vous avez dû apprendre un jour dans un cours d'anglais, la question de la destinée manifeste, Manifest Destiny, qui est en fait un ouvrage paru en 1845 sous la plume d'un Irlando-américain qui s'appelle O'Sullivan, et qui effectivement thématise l'idée que les États-Unis ont, parmi les nations, un destin, une mission particulière, une destinée manifeste, celle d'imposer la paix, ou en tout cas de bâtir une société parfaite là où l'Europe a échoué. Une société idéale. Et bâtir une société idéale, cela veut dire être le bien face au mal. Et voilà pourquoi les États-Unis, eh bien, en toute bonne foi, et nous y reviendrons un petit peu tout à l'heure, ont combattu les peaux rouges au XIXe siècle, les rouges après 1945, les verts islamistes
sans oublier dans les années 50 les petits hommes verts. Vous savez qu'Hollywood faisait des gorges chaudes de films sont en pleine guerre froide, avec des invasions de martiens qui venaient de la planète rouge, comme les communistes. Et dont, si vous avez déjà vu le film Mars Attacks de Tim Burton se moque allègrement. Alors, c'est une conviction qui est ancienne et elle est réaffirmée sans cesse par les dirigeants américains, cette conviction d'incarner le bien. Et au fond, même quand ils font le mal, ils le font pour le bien. On y reviendra. Le troisième caractéristique un peu exceptionnelle, outre le fait de maîtriser tous les aspects de la puissance, outre le fait de se considérer comme une exception, c'est que, vous le savez tous et toutes, puisque nous sommes chacun des exceptions, eh bien nous nous autorisons des exceptions. C'est même là l'un de nos principaux avantages, et un des principaux avantages des États-Unis. En tant que puissance exceptionnelle, eh bien, ils n'ont pas souscrit au protocole de Kyoto. C'est un paradoxe lorsqu'on sait que c'est le premier grand État industrialisé qui a adopté en 1971, par exemple, par le Clean Air Act, une loi relative à la pureté de l'air. Le souci écologique n'est pas absent aux États-Unis. Les parcs nationaux, la sauvegarde de la nature sauvage, la wilderness, vous savez sûrement, c'est quelque chose de très fort dans l'esprit américain. Mais pour autant, cette grande puissance ne saurait, en quelque sorte, se ranger derrière un traité international paraphé par d'autres, car elle est exceptionnelle. Exceptionnelle également, elle n'a pas signé, elle n'a pas ratifié la Cour pénale internationale, ou encore le traité d'Ottawa, qui interdit l'usage des mines antipersonnelles. Bref, j'ai fini ma première grande partie. La puissance se manifeste, vous le voyez, de multiples manières. Maintenant, ce qui est tout à fait passionnant, ça va faire l'objet d'une deuxième partie, c'est que les États-Unis ont su conjoindre des formes de puissance que l'on verrait facilement comme des formes de puissance opposées. Et je vais vous proposer 3 couples de notions qui, en général, dans l'histoire, ont donné lieu à des choix ou à des bipartitions très nettes. Et vous verrez que les États-Unis ont réussi, au fond, encore une fois, à les conjoindre, à les assembler et à fonctionner avec, à les faire jouer l'une avec l'autre. Les États-Unis sont à la fois, premier couple de notions, à la fois par excellence un État-continent, une forme de puissance, et par excellence une thalassocratie, une puissance maritime. État-continent d'abord. Alors vous le savez, les États-Unis c'est très grand, ça fait 4000 km d'est en ouest, ça fait 2000 km du sud au nord. C'est un État qui comprend des reliefs, des climats tout à fait variés, ce qui leur permet d'avoir une agriculture par exemple extrêmement diversifiée, à la fois de faire l'agriculture tropicale, méditerranéenne ou tempérée bien sûr, ce qui leur octroie, ils ont des terres très riches dans les grandes plaines, un food power, un pouvoir vert tout à fait important. Un exemple de ce pouvoir vert, vous le savez, c'est qu'en 1972, par exemple, la Russie et l'URSS, en difficulté, avaient signé un accord de livraison régulière de céréales que devaient faire les États-Unis. Les États-Unis leur achetaient des céréales tous les ans. Et après l'invasion d'Afghanistan en 1979, le président Carter a déclaré un embargo sur les ventes de céréales à l'URSS, faisant donc véritablement usage du pouvoir vert. Au fond, attaquant l'URSS dans les estomacs. Alors donc, un État-continent, je vous le disais, très riche, et j'aimerais juste prendre l'exemple d'une richesse récente, mais qui est en train de transformer complètement la géopolitique de l'énergie et la disposition des États-Unis à l'égard du reste du monde, et singulièrement à l'égard du Moyen-Orient, ce sont les gaz de schiste. Alors vous en entendez parler, en France c'est mal, tout de suite, on n'en discute même pas. On en discute sans tabou, mais on n'en discute pas. Alors bon, c'est pas le débat. Les Américains sont beaucoup plus optimistes que nous. Nous sommes une terre qui a vécu un certain nombre de ravages au nom de la science au cours du XXe siècle. Les États-Unis sont beaucoup plus optimistes. Et au fond, vous savez très bien, en général, qu'ils expérimentent et ensuite voient après comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes posés par l'expérimentation. Vous avez tout entendu parler la semaine dernière d'un possible tremblement de terre qui aurait été causé par l'exploitation de gaz de schiste aux États-Unis. On y reviendra sûrement. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, la technique de fracturation hydraulique qui permet de dégager du gaz de schiste fait que les États-Unis sont aujourd'hui, au moment où je vous parle, ils sont désormais autosuffisants en gaz, complètement. Et ils pourraient être devant la Russie, d'ici 2020, premier exportateur de gaz au monde. Et d'ici 2030, ils pourraient être également exportateurs nets de pétrole. Ce qui veut dire que d'ici un horizon très court en termes géopolitiques, quelques mandats présidentiels, nous sommes en 2013, ça fait 4 mandats, peut-être deux présidents,
eh bien, les États-Unis pourraient, au fond, se desserrer d'un étau qui pourtant les enserrait et qui a conditionné une grande partie de leur géopolitique et de l'exercice de leur puissance depuis 1945. Ils pourraient, au fond, être un exportateur net de gaz de pétrole, c'est-à-dire être indépendant quasiment énergétiquement, et donc beaucoup moins dépendre d'une zone qui est une épine dans leurs pieds, le Moyen-Orient. Ils ont déjà divisé depuis le choc pétrolier leur dépendance par deux. 32% du pétrole venait du Moyen-Orient en 1973, 16% aujourd'hui. Ils pourraient demain, non pas s'en passer complètement, mais en tout cas minimiser très très grandement cette dépendance, grâce à leurs voisins, notamment Mexique, Canada, qui leur livrent du pétrole. Bref, l'État-continent américain est un socle de puissance tout à fait important pour cet État. Mais je vous le disais, les États-Unis ont manié finalement un autre fondement de puissance qui est les mers. Les États-Unis, c'est un État-continent bien sûr, mais les États-Unis, c'est également une grande thalassocratie, une grande thalassocratie moderne. Alors on doit cette thalassocratie à quelqu'un. Il y a bien un responsable pour une fois. Il n'avait pas de compte en Suisse. C'était l'amiral Mahan, un amiral de la fin du XIXe siècle, un amiral américain. C'est l'homme qui a poussé le gouvernement américain à l'époque à se doter d'une Mahan, M-A-H-A-N. C'est l'homme qui a poussé le gouvernement américain à se doter d'une grande flotte pour rayonner essentiellement d'ailleurs sur le Pacifique. Et c'est lui également qui a poussé au rapprochement avec l'autre grande puissance disposant d'une flotte, c'est-à-dire le Royaume-Uni. Et c'est finalement indirectement grâce à lui que s'est établi ce qu'on appelle aujourd'hui, vous savez, cette special relationship, cette relation particulière entre États-Unis et Royaume-Uni, alors même que les deux pays, évidemment, s'étaient affrontés durement un siècle avant durant la guerre d'indépendance. Alors, c'est une grande thalassocratie. Les États-Unis, je vous le disais, disposent de 6 flottes dans le monde. Ils sillonnent absolument toutes les mers. 11 porte-avions. Songez que la Chine, gigantesque, n'en possède qu'un, qui est en fait un porte-avions un peu pourri qu'elle avait racheté à un État d'Asie centrale pour en faire officiellement un casino sur mer, et finalement qui est devenu un porte-avions quand même. Et un deuxième qui est en préparation. Mais au fond, 11 porte-avions. Nous avons 0,7 porte-avions. J'espère qu'il n'y a pas de militaires dans la salle, je m'avance, mais 75 sous-marins nucléaires, dont 15 sont équipés pour lancer des missiles atomiques. Et puis, en tout, si on ajoute aux porte-avions sous-marins, il faut ajouter à ça environ 200 navires encore, 200 bâtiments supplémentaires. Ajouter à ça des bases qui leur permettent de rayonner, des bases maritimes. Je pense notamment à une qui est très connue, qui se trouve dans l'océan Indien, parce qu'elle est tout à fait stratégique. Si j'avais un tableau, je vous la dessinerais. C'est Diego Garcia, dans l'océan Indien, qui leur permet, à partir du sud de l'océan Indien, de rayonner vers les côtes de l'Afrique, vers le Moyen-Orient, vers l'Inde, et éventuellement vers les grands détroits comme Malacca, en très peu de temps. C'est la plus grande thalassocratie moderne. Vous savez qu'on a coutume de dire que Athènes, l'Athènes classique, antique, était la première thalassocratie. Les États-Unis sont aujourd'hui manifestement la thalassocratie la plus importante. Alors, État-continent, bien sûr, thalassocratie également. Maintenant, ce qui est frappant, je continue vous expliquer comment ils ont conjoint finalement ces deux manières de procéder en termes de puissance. La puissance américaine ne s'est pas exprimée directement dès le début du XIXe siècle de cette manière-là. Vous savez, vous avez tous déjà entendu parler de ces choses, j'imagine. La puissance américaine s'est déployée, non pas progressivement, mais il y a eu des phases et des crises qui ont amené cette puissance, manifestement, à certains moments, à rayonner sur l'ensemble du monde. Les États-Unis ont été, pendant tout le XIXe siècle, une grande puissance singulière. Cette puissance qui était, dès la fin du XIXe, la première puissance industrielle du monde, le premier PIB du monde. En 1900, le PIB américain, c'est 36% du PIB mondial déjà. Le deuxième PIB, c'est le Royaume-Uni avec 15%. Et pourtant, cette puissance était isolée, vous le savez, ou plutôt isolationniste. Et l'isolationnisme, c'est une doctrine, c'est-à-dire une position de politique étrangère qui avait été adoptée par le président Monroe en 1823, la doctrine Monroe, donc, qui théorisait l'idée qu'on formule en général de cette manière-là, très lapidaire, l'Europe aux Européens, l'Amérique aux Américains. Au fond, le président Monroe était un continuateur, il avait d'ailleurs connu la guerre d'indépendance. Le président Monroe voulait simplement rompre définitivement le lien qui avait été tissé entre à la fois le vieux continent et puis le nouveau continent, sa terre. Et après la guerre d'indépendance, il entendait tout simplement que les États-Unis deviennent une puissance avant tout américaine au sens continental, une puissance qui ne dépendrait plus de la vieille Europe. Alors vous savez même que cette position en 1823 a été réaffirmée en 1904 par ce qu'on appelle le corollaire Roosevelt. Theodore Roosevelt, c'est l'oncle de Franklin. Theodore Roosevelt, président donc républicain, 1901-1905,
Theodore Roosevelt avait formulé dans ce qu'on appelle le corollaire Roosevelt l'idée que les États-Unis eh bien, étaient une puissance continentale, et donc que leur puissance s'exerçait à l'échelle du grand continent américain, et que si besoin, si leurs intérêts étaient mis en danger, eh bien, les États-Unis s'autorisaient de manier le big stick, le gros bâton militaire, donc, sur des pays, des puissances qui pourraient à la fois l'endiguer. Alors ça, vous savez, ils en ont beaucoup fait usage, en Amérique Caraïbe notamment, en Haïti, en République dominicaine, à Cuba, etc. Et pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, sont intervenus 2 fois au Mexique pour essayer de mater les révolutions rouges qui prenaient pied. Bref, les États-Unis sont finalement jusqu'en 1945, et voilà pourquoi commence véritablement notre propos aujourd'hui à 1945. Les États-Unis sont jusqu'en 1945 finalement une grande puissance américaine, où on dirait qu'au fond la puissance états-unienne s'exerce sur le continent américain, pour être rigoureux. C'est finalement un événement un peu inattendu qui les a fait sortir de l'isolationnisme. Alors ce n'est pas la première guerre, pardon, ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale. Durant la Première Guerre mondiale, ils sont sortis de l'isolationnisme, 1917, et puis en 1920, eh bien, une fois le président Wilson hors jeu, les États-Unis sont repartis en isolationnisme avec les présidents des années 20, etc. En 1941, ils entrent en guerre. En 1945, la guerre est finie. Ils auraient pu également revenir à leurs affaires continentales. Ce qui a poussé les États-Unis, c'est Raymond Aron qui le montre très bien, ce qui a poussé les États-Unis à sortir définitivement, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, de l'isolationnisme, c'est évidemment la guerre froide. C'est évidemment le risque soviétique, une Europe défaite, incapable de résister à la poussée communiste, et comme seule puissance occidentale, démocratique, les États-Unis. C'est ça qui occasionne un vote tout à fait historique en 1948, qu'on appelle la résolution Vandenberg, qui est une résolution qui autorise, ce sont c'est un sénateur, c'est une résolution qui autorise les États-Unis eh bien, à entrer dans une organisation qu'ils ont planifiée, l'OTAN. Et par cette résolution, eh bien, la porte s'ouvre, les États-Unis déploient une organisation militaire transatlantique. Ils deviennent la puissance que vous connaissez aujourd'hui. Et je vous rappelle que l'OTAN, eh c'est ce qui est intervenu en 2001 en Afghanistan. Voilà, donc les États-Unis ont conjoint de fait, à travers l'OTAN, une puissance qui est à la fois évidemment une puissance terrestre, c'est à partir de ce moment-là que se déploient les bases, une puissance évidemment qui est maritime. Voilà donc le premier couple d'opposition, puissance terrestre, puissance maritime, qui à l'occasion de la guerre froide, au fond, se sont conjointes pour donner forme à ce que vous connaissez aujourd'hui. Deuxième couple que l'on peut opposer, mais qui ne s'oppose pas pour les États-Unis, au contraire, vous allez voir, qui se manient comme les 2 fils d'une épée, c'est ce que l'on a coutume d'appeler le hard et le soft power. Alors, ce sont des notions qui sont sympathiques, que tout le monde maîtrise. En fait, pas tout le monde. Je ne sais pas si vous savez qui a théorisé le soft power. C'est Joseph Nye, professeur on dirait de géopolitique, mais ça n'existe pas là-bas, donc de foreign policy, de relations internationales en quelque sorte, doyen d'Harvard, et en 89. En 90, pardon, dans un ouvrage qui s'appelle Bound to Lead. Et Joseph Nye raconte dans un autre ouvrage qui s'appelle Soft Power en 2004 quelque chose de très drôle. Je voudrais vous livrer parce que c'est assez... Enfin, ça aurait pu être comique si les choses n'avaient pas été graves. Il raconte comment, en 2003, au début de la guerre d'Irak, Donald Rumsfeld, secrétaire d'État à la Défense, c'est donc l'homme qui mène indirectement la guerre d'Irak, comment Rumsfeld parle des débuts de la guerre d'Irak et finalement, après son speech, est interviewé par un journaliste qui lui dit « Bien, monsieur Rumsfeld, très bien, donc on a vu comment les troupes intervenaient sur le terrain, mais maintenant, pour convaincre un peu les Irakiens de notre bien fondé, qu'est-ce que vous allez faire en termes de soft power ?» Rumsfeld, interloqué, écarquille les yeux, prend le micro et dit au journaliste « C'est quoi le soft power ?» Joseph Nye commente dans son livre en disant « Voilà ce qui se passe, à peu près tout le monde aux États-Unis semble savoir ce qu'est le soft power, sauf l'homme qui est en train de mener la guerre qui va nous perdre. » Alors, soft power, hard power, ce sont des notions qui sont plus subtiles que la simple titulature du pouvoir dur ou du pouvoir doux. Le hard power, c'est au fond, le hard power pour Nye, ça conjoint à la fois le pouvoir militaire, politique, diplomatique d'une part, mais également économique. Ça, c'est du hard. Le soft, c'est plutôt un pouvoir culturel, j'y reviendrai. Alors, les États-Unis manient beaucoup le hard power. L'État manie assez peu le pouvoir économique, puisque les entreprises sont privées. Mais l'État manie le pouvoir hard, dur, politique et militaire d'une manière permanente. Et en plus, d'une manière tout à fait particulière. Je vous cite par exemple le président Roosevelt qui parle devant le Congrès, on est en 1942, et il parle de la guerre des États-Unis contre le nazisme. Et il dit « Nous combattons
afin de débarrasser le monde du mal. Autre citation, comme le note Samuel Huntington, vous savez, le théoricien du choc des civilisations, il dit, Huntington, « Pour l'Américain, la guerre n'est pas une guerre si elle n'est pas une croisade. » L'usage du hard power, de la puissance dure et militaire singulièrement, n'est pas seulement, si vous voulez, en quelque sorte, au nom simplement du droit du plus fort, du cynique, mais est toujours animé, c'est une rhétorique classique chez les présidents américains, avec la conviction qu'au fond, derrière le hard power, il se trouve un chevalier. Et il est bon, et en face, l'autre ne l'est pas. Et c'est quelque chose qui est très ancien, parce que dès le 19e siècle, par exemple, quand on lit les textes de généraux américains, je pense à Grant, Sherman, ce sont des généraux qui ont fait la guerre de sécession, qui ont fait la guerre de sécession, eh bien, voilà comment ils parlent des Indiens. Plus nous en tuons cette année, moins nous aurons à en tuer l'an prochain. Cette conviction, si vous voulez, que, au fond, on tue pour le bien. Le hard power est utilisé pour annihiler l'adversaire, car il est digne d'être annihilé, parce qu'il le vaut bien, quoi. Voilà. Alors, rien n'a changé aujourd'hui, finalement, puisque les États-Unis ont inauguré dans les années 90 ce qu'on appelle le RMA, ça veut dire Revolution on Military Affairs, la révolution dans les affaires militaires, qui était au fond une doctrine par laquelle il s'agissait, disons, de tuer l'adversaire avant qu'il vous ait vu, quoi. Vous lui lancez une salve de missiles, et en fait, quand vos troupes débarquent, tout le monde est mort en face. C'est ce qu'ils ont fait, par exemple, en 90, d'où le fait qu'il y ait quelques morts américains lors de la guerre du Koweït, et des dizaines de milliers du côté irakien. Doctrine de la transformation dans les années 2000, pareil, qui met l'accent en fait sur la puissance de feu, sur la technologie, sur le hard de plus hard, avec un budget, une remontée, puisque sous les années Clinton, dans les années 90, après la fin de la guerre froide, le budget militaire avait décru de 5%, il était passé à 3, 3,5%. Vous imaginez ce que ça fait, 1,5% de PIB gagné, comme ça, qui peut être donc ventilé dans d'autres types de dépenses. C'est tout à fait important. Aujourd'hui, eh bien, la part du PIB à peu près dans l'industrie d'armement est de 5%. Donc, ce qui explique d'ailleurs que les États-Unis, je vous disais tout à l'heure, représentent à eux seuls presque la moitié de la dépense militaire mondiale. Ça, c'est le hard le plus hard. Alors, du côté du soft. Alors, j'aimerais d'ailleurs vous dire une ou deux choses avant de rentrer dans le hard du soft. C'est que le soft power, la doctrine, la notion a été théorisée dans un contexte très particulier. À la fin des années 80, un historien anglais qui s'appelle Paul Kennedy avait rédigé un livre qui s'appelle Rise and Fall of Great Powers, donc la grandeur et décadence des grandes puissances, depuis 1500 en fait. Et il examinait depuis 1500 les grandes puissances, espagnoles, hollandaises, britanniques, etc. Et il observait, dans l'ouvrage d'un historien, comment ces puissances avaient pu croître à un moment donné, et puis à partir d'un certain moment connaître un déclin. Ce qu'il appelle... Ce déclin, il l'appelle imperial overstretch, une surextension impériale. La thèse de Kennedy est que tout empire, arrivé à un moment de trop grande expansion, eh bien, casse sur lui-même parce que la gestion de l'empire devient trop lourde, trop coûteuse, trop technique, trop complexe, et surtout, eh bien, elle suscite également d'énormes réactions sur le terrain. Et dans le sillage de cette analyse historique, eh bien, Kennedy disait que ce qui avait été valable pour les Hollandais, les Espagnols, les Britanniques, etc., eh bien, serait valable, on est en 87, serait valable un jour ou l'autre également pour les États-Unis d'Amérique. 3 ans plus tard, Joseph Nye, dont je parlais tout à l'heure, le prof à Harvard, eh bien, répond à Paul Kennedy dans un ouvrage qui s'appelle Bound to Lead, qui se traduit en français par, je crois, le leadership américain, aux presses universitaires de Nancy, je crois, en 92. Et dans Bound to Lead, Joseph Nye dit, voilà, Paul Kennedy se trompe. Il se trompe parce que dans son analyse de la puissance américaine, il ne retient que des critères hard. Et c'est là que commence la distinction, c'est là que Nye envisage hard et soft. Kennedy estime que la puissance américaine, c'est du militaire et de l'économique. Et il est vrai que la puissance américaine représentait 50% du PIB mondial en 1945 et en 85, 27, 28 encore. Donc il y a une baisse relative. Mais, dit Nye, malgré cette baisse relative, les États-Unis restent et resteront la première puissance, car, et là, voilà où intervient la notion, en plus du hard power, politique et économique, Nye dit, les États-Unis disposent de l'autre phase de la puissance, dit-il, il l'appelle comme ça en anglais, le soft power, c'est-à-dire une puissance d'influence, de cooptation, de codécision. Le hard power militaire, c'est si tu me touches le doigt, je t'arrache la main.
Le hard power économique, c'est si tu me touches le doigt, je t'achète et tu ne le fais plus jamais. Et le soft power, c'est tu vas me caresser le doigt. Dans le soft power, si vous voulez, l'idée est qu'au fond, la capacité d'attraction que vous exercez par votre modèle, par vos valeurs, par vos entreprises, etc., est telle que la personne d'en face d'Inaï a envie de la même chose que vous, sans que vous ayez à utiliser la contrainte. Ou alors, elle a envie presque de la même chose que vous, et vous n'avez qu'à utiliser que peu de contraintes. Et Inaï le dit bien, plus on met de soft, moins ça coûte en hard. Faire la guerre, ça coûte cher. Influencer autrui, le faire estimer, eh bien, ça coûte moins cher. Alors, c'est comme ça, si vous voulez, que Joseph Nye en vient à théoriser ces notions de soft et de hard. Alors, vous allez me dire, mais comment ça marche? Alors, dans toutes les dissertations qu'on lit, pour les grandes écoles, le soft power, c'est Gin McDo. Vous savez qu'il y a des islamistes qui mangent des McDo et qui s'habillent en jean. Alors, si manger du McDo et porter un jean et boire du Coca-Cola, ça rendait américain, enfin, ça peut rendre américain physiquement parlant, mais c'est peut-être... Je ne pense pas qu'il y ait une influence de la masse corporelle sur votre esprit, enfin, pas complètement. Donc, c'est l'aspect, si vous voulez, le plus niais du soft power. Il est évident que quand vous mangez un McDo ou quand vous buvez du Coca, vous ne pensez pas plus Manifest Destiny ou je ne sais quoi, etc. etc. Enfin, ce n'est pas ça qui fait que dans le monde entier, au fond, les États-Unis, ou en tout cas dans une grande partie du monde occidental, les États-Unis jouissent d'une image, ou en tout cas avant la guerre, jouissent d'une image plutôt bonne. Le soft power, c'est bien autre chose. C'est une capacité, par exemple, je vous donne quelques exemples qui sont peut-être plus importants que ça, mais un des grands moyens de soft power, ce sont les universités, notamment les bourses. Par exemple, en 1946, ont été créées les bourses Fulbright, comme ça se prononce en anglais, Fulbright. Ce sont des bourses qui, depuis leur création, il y a plus de 60 ans, ont drainé en tout 250 000 étudiants. 250 000 d'étudiants étrangers sont passés dans des facs américaines, un semestre, une année, pour y étudier. Eh bien, imaginez par exemple que dans les années 90, dans l'entourage de Boris Eltsine, le tsar d'après les tsars, eh bien, la majorité de ces conseillers économiques, ceux qui ont fait la transition du modèle communiste vers le modèle capitaliste, en tout cas, enfin, à la russe, quoi, eh bien, ils avaient étudié dans des universités américaines. La majorité des grands... Comment voulez-vous qu'un président mexicain appartenant au Parti révolutionnaire institutionnel, je sais que c'est une contradiction dans les termes, mais c'est un parti de gauche, quoi. Comment voulez-vous que ce type signe l'ALENA, un accord libéral qui libéralise les accords, des échanges, etc., s'il n'a pas étudié dans une université américaine? Le soft power, c'est par là que ça passe. Mettre un jean, ça ne dit rien de ce que vous pensez. Mais avoir été formé dans les universités américaines par des gens qui vous ont durablement formé, ou déformé, ou formaté, comme vous voulez, eh bien, voilà qui signe, si vous voulez, une capacité. Qui parmi vous a envie d'étudier un semestre la torture à Moscou? Bon. Alors qu'étudier sur une fac américaine, c'est plutôt sympathique, c'est agréable. Et lorsqu'on vient ici, alors vous êtes dans une grande école, c'est un peu spécial, mais vous savez que pour les jeunes gens qui étudient sur des campus universitaires, en fait, à Paris, d'où je viens, il n'y a pas de campus universitaire. C'est un bâtiment dans la ville. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de parc, ce n'est pas véritablement un lieu. Eh bien, revenir dans une fac européenne après avoir vécu un semestre une fac américaine, c'est en quelque sorte une expérience du désespoir. Bref, c'est ça le soft power. Le rêve américain, il tient beaucoup plus à ça. Ou encore, si vous voulez, alors de manière dégradée, pourquoi pas, parce que c'est quand même intéressant, dans les séries américaines, qui produisent effectivement une image souvent positive, ou même lorsqu'elle est critique du système, elle devient positive, car il existe peu, au fond, de programmes télévisés capables de porter un regard critique sur la société dont ils émanent. Et il faut bien dire que les séries américaines regorgent d'inventivité, de ce point de vue-là, puisque vous savez, les blockbusters coûtent tellement cher que la prise de risque sur un film américain, sur un film grand spectacle, est réduite, alors que sur une série, au contraire, c'est presque la règle. Vous me direz, on pourrait se poser une question, comment est-ce que, là encore, je vais vous montrer comment ils ont conjoint hard et soft, comment est-ce que l'on peut séduire le soft lorsque l'on brutalise? Et c'est là la force du modèle américain. Et derrière ça, une notion que vous connaissez peut-être, vous l'avez peut-être déjà entendu, ce qu'on appelle le smart power,
C'est une notion qui a été posée par Suzanne Nossel, et c'est une notion qui est devenue en 2009 la doctrine officielle du secrétaire d'État derrière Hillary Clinton, qui l'a énoncé. Le smart power, disait Hillary Clinton, c'est la manière intelligente d'utiliser soft et hard ensemble, sans les opposer. Hein. Le cabinet... je l'ai perdu. Oui, le Centre d'études internationales stratégiques définit le smart power comme la nécessité d'une armée forte, c'est du hard, mais aussi d'alliances, de partenariats, d'institutions à tous les niveaux pour étendre l'influence américaine et établir la légitimité du pouvoir américain. Bref, vous le comprenez, les États-Unis savent relativement manier cette, à la fois, disons, j'allais vous dire le sabre et le goupillon, mais c'est une autre image, savent utiliser le pouvoir dur, le pouvoir doux. C'est à la fois, si vous voulez, le fait d'armer des combattants d'un côté, mais de faire le discours du Caire. C'est la capacité, encore une fois, d'un côté de faire la guerre, mais de l'autre d'envoyer des sacs de riz ou des médecins ou de l'aide au développement. C'est la manière de manier, encore une fois, disons, un gant de crin et un gant de soie. Là encore, on trouve une capacité un peu particulière. La troisième couple d'opposition, qui me semble tout à fait intéressant au service de la puissance américaine, c'est leur capacité à manier le pragmatisme et l'idéalisme. Des choses qui, normalement, s'opposent. Le pragmatique est très sensible aux conditions dans lesquelles s'exerce sa politique et il fait la bonne politique du moment, sans référence nécessaire à un corpus, si vous voulez, extérieur. L'idéaliste, ou derrière ça, l'idéalisme wilsonien, par exemple, cherche dans chacune de ses actions, au fond, à être sensible et fidèle à un corpus idéologique. Et il est vrai que les États-Unis, de ce point de vue-là, font beaucoup appel à l'idéalisme. Il y a peu de peuples qui se réclament autant de la morale que les États-Unis. Sauf nous, depuis quelques jours, avec les comptes en Suisse, etc. Tout le monde est effrayé, mais bon, enfin. Nous n'allons pas vous rappeler, parce que ça va être gravé dans des disques durs, et nous en aurions fort honte, mais que le président Clinton a failli être démissionné pour cause, ma foi, de comportement moralement condamnable avec une secrétaire, ce qui, pour un président français... Alors, la morale est maniée en permanence, à la fois en politique intérieure, bien sûr, mais également en politique étrangère. Il faut peut-être se rappeler, vous n'étiez pas né, le discours en 90 de George Bush senior qui légitime l'intervention au Koweït et qui, ma foi, fait très très peu allusion à des questions de géopolitique et à peine au pétrole. Mais derrière, le fait qu'un État ami, le Koweït, a été illégitimement envahi par l'Irak et qu'il est du devoir moral, non seulement des États-Unis, mais de la communauté internationale, c'est une guerre ONU, d'intervenir pour libérer l'État. La justification est tout entière une sorte de justification de morale politique, en fait. Alors, de ce point de vue-là, maniement de la morale, je vous disais, l'idéalisme. Mais le pragmatisme américain est immense de l'autre côté. C'est la promotion du libre-échange, le pragmatisme, mais surtout quand ça vous arrange et que vous payez vos factures en dollars. Le pragmatisme, c'est également que vous défendez au nom d'idéalisme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de fait vous critiquez la colonisation dans les années 50, 60, mais en même temps vous pratiquez un néocolonialisme effréné, notamment en Amérique latine. L'idéalisme, c'est de défendre la démocratie, mais dans la pratique, ça vous permet de mettre en place des dictatures, je pense au Chili de Pinochet par exemple, pro-américaines, absolument pas démocratiques, mais anticommunistes. Et au fond, les États-Unis ont à la fois manié, en quelque sorte, je vous le dis, la morale dans la justification et un pragmatisme très fort. Alors, comment fait-on pour manier les deux ? Il faut faire appel à quelqu'un de très intelligent, probablement une des plus intelligentes secrétaires d'État américaines, c'est Condoleezza Rice, qui, elle, avait manié un oxymore assez drôle. Elle parlait d'un idéalisme pragmatique. C'est-à-dire que les États-Unis n'abandonnent jamais l'idée d'une humanité meilleure, mais que, ma foi, ils sont bien obligés, par la force des circonstances, parfois à se plier au monde tel qu'il est. Bref, vous l'avez compris, les États-Unis arrivent à conjoindre, j'ai fini ma deuxième partie, arrivent à conjoindre, au fond, des formes souvent antithétiques. La puissance continentale, la puissance maritime, la puissance hard, la puissance soft, l'appel à l'idéalisme et un pragmatisme de rigueur également. Le troisième point qui va m'occuper maintenant est de savoir, je vais examiner un peu avec vous, et là-dessus il nous est très difficile de répondre puisque nous sommes dans ce mouvement historique, on ne peut qu'esquisser en quelque sorte des positions, en formuler en tout cas des projections possibles. Est-ce que cette exception américaine, cette exception de la puissance, est-ce qu'elle est durable ?
Et est-ce qu'elle est durable dans un monde, le monde d'aujourd'hui, qui présente, je vais essayer de vous montrer, une nouvelle donne, une donne tout à fait différente, et ce dans 3 registres. D'abord, nous allons voir qu'il y a une nouvelle donne parce qu'en face des États-Unis, il y a une nouvelle superpuissance qui n'a rien de commun avec l'URSS, c'est la Chine. Nous allons voir également que les États-Unis, en termes de chiffres, de 2013 ne sont plus, loin de là, ceux de 1945. Puis enfin, évidemment, nous parlerons de la crise. La situation économique des États-Unis aujourd'hui n'est évidemment pas celle du lendemain, par exemple, de la guerre froide. Alors, premier point, d'abord, est-ce que l'exception peut durer avec une Chine puissante face aux États-Unis? Alors, la Chine, ce n'est pas le Japon, ce n'est pas l'URSS, ce n'est pas un adversaire de même nature, je veux dire. Très manifestement, le Japon était un rival économique, très manifestement, l'URSS était un rival géopolitique. Avec la Chine, c'est beaucoup plus complexe. À tel point d'ailleurs, peut-être vous le savez, qu'un politologue américain, Niall Ferguson, avait proposé en 2007 un terme assez parlant, la chimérica, une chimère. Vous savez qu'une chimère, c'est un être fabuleux qui a des pieds de quelque chose, des corps d'autre chose. Eh bien, il voulait dire qu'au fond, chimérica, ça désignait une forme de chimère dans laquelle, eh bien, les pieds, admettons la production, étaient chinoises et le corps, mettons l'impulsion, était américaine. Il voulait parler par là d'une forme, il y a un livre français qui est sorti l'an dernier là-dessus, qui parle pour qualifier cette chimère d'un pacte faustien. Vous savez que Faust a vendu son âme au diable en échange de la jeunesse pour pouvoir avoir Margaret. Eh bien, les États-Unis auraient en quelque sorte vendu leur âme à la Chine afin, non pas d'acheter une femme, mais que la Chine leur achète leur dette. Bon, alors, est-ce que... C'est un peu ça l'idée. Alors, cette formule de chimérica a été abandonnée par le même Ferguson 3 ans plus tard, en 2010. C'est intéressant parce qu'il dit, en 2007, j'ai proposé ça parce que je pensais que ces deux puissances tout à fait contraires fonctionnaient ensemble, mais dit-il, en 2010, force est de constater que la Chine monte en puissance et que, immanquablement, elle est en train de contester l'ordre américain, en Asie déjà, et si vous suivez un peu l'actualité, vous savez qu'entre les litiges entre Japon et Chine au sujet des îles Senkaku, ou encore dans la crise coréenne, puisque vous savez très bien, ou pas, ou je ne sais pas, mais que en vertu du pacte du traité de non-prolifération de 1968, les grandes puissances du Conseil de sécurité de l'ONU avaient juré de ne jamais diffuser l'arme atomique, mais que finalement, pour toutes sortes de raisons, la Chine a passé l'arme atomique au Pakistan, le Pakistan à la Corée du Nord, donc en fait la Chine à la Corée du Nord, etc. Et donc la Corée du Nord, c'est tout de même un peu un pantin que Pékin peut agiter face à la Corée du Sud et au Japon. Alors il est manifeste qu'aujourd'hui la Chine monte en puissance. Un porte-avions, elle ambitionne de devenir la première flotte asiatique de la zone, puisque la première flotte en Asie, c'est les États-Unis, mais la première flotte asiatique, c'est la flotte japonaise pour le moment. La Chine revendique très, très manifestement tout l'espace de toute la mer de Chine, orientale et méridionale, aujourd'hui, c'est-à-dire Taïwan, entre autres, c'est-à-dire les archipels Senkaku, dont on a parlé à l'instant. Et la Chine eh bien, monte en puissance également au niveau mondial dans à peu près tous les registres de puissance. Et c'est là où la confrontation, je ne parle pas de confrontation militaire nécessairement, mais où le face-à-face avec les États-Unis eh bien, est manifeste. Technologiquement, depuis 2010, la Chine dispose de plus de chercheurs que les États-Unis. Alors, ce n'est pas... c'est un nombre brut, hein, ils ont plus de chercheurs. La capacité à produire des articles, à déposer des brevets n'est pas encore là, mais la Chine, évidemment, n'oubliez jamais, a un potentiel de 1,3 milliard de personnes, quand les États-Unis en ont 315 millions, et nous 65, etc. Entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle en France, il faut absolument améliorer les performances du système scolaire. Nous devons faire bien mieux avec beaucoup moins de potentiel humain que les grandes puissances démographiques que sont déjà et que seront demain, plus encore d'ailleurs, l'Inde que la Chine. Alors donc la Chine, eh bien, la Chine joue un jeu qui est un jeu un peu particulier avec les États-Unis. Ça n'a rien à voir avec la confrontation l'URSS, où il y avait deux blocs face à face, puisqu'en quelque sorte, la Chine et les États-Unis vivent dans une symbiose. La Chine exporte vers les États-Unis, c'est le premier marché d'exportation de la Chine. Bon. Les États-Unis donc importent du matériel chinois, et pas cher. Une étude de Morgan Stanley a montré qu'entre 1995 et 2005, les Américains avaient économisé 100 milliards de dollars en achetant des produits fabriqués en Chine, alors que s'ils avaient acheté aux États-Unis, ils auraient dû les payer plus cher. Le consommateur américain y a gagné dans le cadre d'une politique de l'offre.
L'État américain y gagne également, puisqu'il libelle de la dette. Vous savez que la Chine est aujourd'hui le premier détenteur de dette américaine. La Chine possède à elle seule à peu près 10% de la dette américaine, c'est le premier créancier. Bref, ces deux puissances se tiennent, si vous voulez. La Chine a besoin du marché américain pour exporter, et les Américains, eh bien, ont besoin des marchandises chinoises et de la capacité de la Chine à acheter de la dette pour continuer à se tenir. Néanmoins, je vous le disais, le face-à-face est inévitable. Et difficile de dire si l'exception américaine sera durable. En tout cas, il est sûr que les Américains ont parfaitement conscience, les dirigeants américains, du danger potentiel chinois. D'ailleurs, il a été question de l'Asie dans la campagne de Barack Obama et très très peu de l'Europe. Et je vais vous donner 2-3 exemples très récents. En 2012, Léon Panetta, le secrétaire d'État à la Défense, a annoncé que les flottes américaines, qui se répartissaient à peu près à 50% en Atlantique, 50% dans le Pacifique, allaient être réorganisées et qu'en 2020, il y aurait 60-40, 60% dans le Pacifique, notamment à proximité de la Chine. Le lendemain, d'ailleurs, Pékin a très bien compris. Il y a eu une réplique officielle expliquant qu'il ne comprenait pas pourquoi, etc. etc. Au dernier sommet de l'APEC, Asian Pacific Economic Cooperation, c'est un grand organisme, un grand forum de discussion qui regroupe toutes les grandes puissances bordant l'océan Pacifique. Eh bien, au dernier sommet, Barack Obama a proposé un projet, le TPP, Trans-Pacific Partnership. C'était un projet qui viserait à créer une grande zone de libre-échange pacifique sans la Chine. Et dans le même temps, vous savez que la semaine dernière, ou il y a 15 jours maintenant peut-être, se sont ouverts, c'est un serpent de mer, mais enfin des négociations entre les États-Unis et l'Europe et l'UE pour la mise en place d'une zone de libre-échange. Donc, très manifestement, ce qui se dessine, c'est que les États-Unis, pour demeurer l'exception qu'ils sont, eh bien, se déploient de notre côté commercialement, du côté pacifique également, à l'exception de la Chine. Au fond, en quelque sorte, il faut un cordon sanitaire en termes de traité de libre-échange, ne pas l'inclure dans le TPP d'une part, et puis eh bien, en disposant une partie de leur flotte. Est-ce que cela sera suffisant? Eh bien, l'avenir le dira. Deuxième chose, c'est que, et je vous disais, les États-Unis d'aujourd'hui ne sont plus ceux de 1945. Je vous ai donné en première partie beaucoup de chiffres sur les États-Unis. Alors, évidemment, ces chiffres sont vrais, mais ils sont trompeurs en même temps. Ils sont trompeurs parce que les États-Unis sont la première puissance militaire du globe, c'est manifeste, et en même temps, eh bien, nous le voyons en Afghanistan, où les talibans sont pas prêts, normalement reprendront l'Afghanistan après le départ des troupes occidentales, enfin c'est à peu près écrit. Eh bien, cette puissance ne fonctionne pas dans le cadre de conflits asymétriques. Et les Américains, c'est un peu aussi leur défaut, si vous voulez, c'est un peuple qui voit de l'avant, mais qui oublie vite. L'expérience avait déjà été faite pendant la guerre du Vietnam. Il est très très difficile de gagner la paix quand on a gagné la guerre et que les gens vous haïssent. Gagner la guerre, ils l'ont fait. La guerre d'Afghanistan a été gagnée, la guerre d'Irak a été gagnée. Mais gagner la paix, se faire aimer des populations locales, leur présenter votre action comme quelque chose de salutaire pour eux, ça, les États-Unis l'ont perdu. Ils ont perdu finalement en hard, car l'armée est inefficace. Ils ont perdu en soft, car après les prisons, Abu Ghraib, après Guantanamo, il devenait très difficile pour les États-Unis d'expliquer que, puisque la torture y était pratiquée, au fond qu'ils étaient un État irréprochable. Vous savez peut-être d'ailleurs que pour Guantanamo, en 2006, l'administration américaine a inventé le concept de prisonniers illégaux, et donc torturables en fait, comme si ces gens s'étaient donc infiltrés en prison, et qu'il fallait les punir d'y avoir été. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait compliqué. De même, je vous disais, les chiffres sont trompeurs. Le dollar reste évidemment la grande devise de référence, mais en même temps, si aujourd'hui le dollar s'apprécie, ou en tout cas si aujourd'hui les bons du Trésor américain se vendent, ce n'est pas tant que le dollar, si vous voulez, est une grande monnaie, mais c'est surtout que l'euro n'inspire pas confiance, le yuan n'est pas convertible, et le yen fait un peu peur. Bref, tout cela relativise un peu, si vous voulez, cette question de l'exceptionnalité de la puissance. Enfin, pour finir, je voudrais vous dire que la crise actuelle est très différente de celle, au pluriel, du passé. Des crises, il y en a beaucoup. Néanmoins, celle que nous vivons est donc la plus grave depuis 1929. Mais finalement, cela aurait peu d'importance puisque les États-Unis ont une grande capacité de résilience. Ce qui me semble intéressant dans la crise actuelle, même s'ils vont mieux que nous, entre parenthèses, ils ont quand même eu 2,2% de croissance l'an dernier, ça ferait rêver un chef d'État européen, je crois. Voilà, il serait prêt à se séparer de beaucoup de ministres pour avoir 2,2%. Alors, eh bien, malgré tout,
la crise a un impact tout à fait important sur ce qui me semble être le cœur de l'exception, c'est le rêve américain. Le rêve américain, vous le savez, c'est un des moteurs du soft power, c'est l'idée que chacun, par son travail, par son mérite, par son job, peut réaliser son bonheur, progresser matériellement et devenir éventuellement millionnaire. Mais que devient ce rêve lorsqu'il touche 8% de la population? C'est le chiffre officiel, 12 probablement en réalité. Et lorsque le chômage progresse, le chômage de longue durée, n'oubliez pas que c'est un phénomène à part les années 30 qui est quasi inconnu dans l'histoire américaine. Que pèse ce rêve lorsque 10 à 15% des salariés américains n'ont comme seule perspective que de demeurer des working poors? C'est une catégorie inventée sous Reagan. Vous savez, c'est ces gens qui travaillent, mais qui, par la somme de leur travail, parfois de 2 emplois cumulés, n'ont pas assez, au fond, pour payer leurs factures, leur logement ou la scolarité de leurs enfants. Bref, contrairement à ce que l'on croit et ce que l'on dit partout, nous avons des études assez précises là-dessus. La mobilité sociale, aujourd'hui, est plus faible aux États-Unis que dans la majorité des grands pays européens. Donc, être pauvre, aujourd'hui, aux États-Unis, c'est s'encliver, s'enquister. La mobilité est réduite. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, ça? Cela veut dire que le moteur, au fond, de l'exception américaine, cette capacité à être un pays à part, à apporter une mission, à apporter le bien, à incarner une société idéale, aujourd'hui, ce rêve est mis à mal. Or, comme le disent certains économistes américains, je parle Godfrey Hodgson, je ne sais pas si vous connaissez, il dit qu'aujourd'hui, le rêve américain n'a plus de réalité et qu'il n'est qu'un mythe qui sert à justifier une politique d'intervention tous azimuts sur la planète. Alors, si les États-Unis perdaient cette composante fondamentale qu'est le rêve américain, il y aurait le risque pour eux que l'État américain se dévoile pour n'être que ce que sont les autres États, au fond de la planète, des monstres froids, selon le mot de Nietzsche. Et sur cette déclaration, j'en ai fini. Je vous remercie. Je vous remercie tous pour votre attention. Maintenant, on va passer aux questions, si des personnes ont des questions. Merci de lever la main. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Pas de questions? J'avais une question, en fait. J'avais pas trop saisi. Je suis là, ici. Par votre gauche. Par ici. Là. Je suis là. Pardon. En fait, j'avais pas trop saisi ce que c'était le TPP Project de Obama. C'est le projet de négocier une zone de libre-échange avec un grand nombre de puissances du Pacifique, dont notamment des alliés traditionnels, le Japon, mais par exemple l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais un projet qui ne comprendrait pas la Chine. Et alors en fait, derrière, c'est un petit peu compliqué, mais tous les traités de libre-échange possèdent des clauses auxquelles nous on n'est pas sensible, mais des clauses de normes. Quand vous signez un accord de libre-échange, vous voulez être sûr que celui d'en face ne va pas copier des produits à vous et que pour échanger, il faut qu'on échange sur des normes. Par exemple, je ne sais pas, si vous ne voulez pas de viande aux hormones, il faut être sûr que l'autre n'enverra pas de viande aux hormones, etc. Et en fait, il s'agit d'une autre forme de puissance qu'on appelle une puissance de la norme. Ils veulent signer un traité entre eux et se mettre d'accord sur les normes et que, si la Chine veut intégrer un jour ce traité, il faudra qu'elle respecte les normes existantes. Bonjour, bonsoir. Ici. Ça y est, j'ai vu. Bonjour. On a vu durant votre exposé que les États-Unis étaient une puissance exceptionnelle, mais je me demandais en fait pourquoi les États-Unis font moins peur, et je pense au conflit avec la Corée du Sud où la Corée du Sud a approuvé le fait qu'ils voulaient la Corée du Nord, Corée du Nord, où ils ont approuvé le fait qu'ils voulaient attaquer les États-Unis. Bon, c'est un dossier un peu compliqué, la question de la Corée. Vous savez sûrement que la situation actuelle date de 53, fin de 54 plutôt. Il y a une rhétorique. Alors, la différence, c'est que Kim Il-un est un nouveau chef d'État. Alors, on ne le connaît pas bien encore.
Mais cette rhétorique très belliciste de la part de la Corée est récurrente. Il est déjà arrivé plusieurs fois que la Corée du Nord, menace en tout cas. Alors la nouveauté, bien sûr, c'est qu'ils ont fait un essai atomique en début d'année, en début 2013, et deux, ils ont envoyé un satellite. Donc ça veut dire qu'ils possèdent des missiles intercontinentaux. Et ils peuvent effectivement, techniquement, menacer jusqu'à l'île de Guam, qui est une île donc américaine dans le Pacifique. Aujourd'hui, la politique américaine là-dedans vise à ne pas attiser les dirigeants nord-coréens et à jouer en quelque sorte la pacification. Mais on est en pleine crise, donc là il s'agit d'un jeu de poker. En revanche, pour étendre votre question, il est manifeste que le président Obama aujourd'hui et Lee Barnaby avait signé un bon article là-dessus, est probablement un président qui incarnerait une forme de néo-isolationnisme. Obama a été élu pour résoudre des problèmes des Américains, le chômage notamment, les questions intérieures, la pauvreté, l'assurance maladie. Et pour cela, il a besoin de marge de manœuvre, alors que la situation économique est difficile. Voilà pourquoi il a été le président du retrait des troupes en Irak, qu'il prévoit le retrait des troupes en Afghanistan, et qu'au fond, il ouvre moins les voiles en termes de politique étrangère. Bon, maintenant on est en pleine crise, encore une fois, il est difficile de vous répondre. On verra la suite. Ils sont moins offensifs, c'est sûr, les États-Unis. Bonjour. Moi, j'avais une question, c'était... Non, ici, là. Super, bonjour. Oui. Est-ce que... quels sont les risques d'une organisation comme l'ALBA par rapport à l'hyperpuissance des États-Unis? Rien. Rien. Ça, c'est un serpent de mer qu'on lit dans les dissertes. Alors, on voit des cartes avec la puissance américaine en dessous concurrent l'ALBA. Alors, l'ALBA, c'est 4 îles, genre Jamaïque, machin, etc. Le Venezuela, qui pour le moment est en mort clinique, et on verra. N'oubliez jamais une chose, c'est que le Venezuela est la troisième puissance qui livre du pétrole aux États-Unis. Il leur serait très difficile de se passer de leurs exportations de pétrole vers les États-Unis. L'alternative bolivarienne, à mes yeux, c'est quand même largement de la vocifération chavésienne, si vous voulez. Dans le réel, elle ne se traduit pas. Ce n'est pas un organisme capable de mener un bras de fer, quel qu'il soit, avec les États-Unis. Voilà. D'où ma réponse lapidaire. Mais... Vous n'avez pas du tout parlé du poids du communautarisme. C'est-à-dire que si le poids, par exemple, des latinos ou des asiatiques augmente, varie par rapport au WASP, est-ce que ça peut avoir une influence sur la puissance en général ou sur l'évolution de la politique internationale? Alors oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un point qui est intéressant. Il est possible qu'en 2050, effectivement, les WASP soient minoritaires aux États-Unis. Alors c'est vrai que ça, c'était un des grands dadas de Samuel Huntington, le père du choc des civilisations, qui dans les années 2000 d'ailleurs évoquait, je cite, le cauchemar hispanique, et l'idée selon lui que si les hispaniques, disons, grossissaient les rangs des Américains, ils casseraient l'exception américaine en termes économiques, c'est-à-dire la volonté d'enrichissement, l'éthique protestante en quelque sorte. Alors il est évident qu'en termes économiques, ça aurait des répercussions qui sont difficiles quand même à calculer, parce que ce que sous-estime Huntington, c'est aussi l'assimilation et l'acculturation. Que la culture catholique mise moins sur, effectivement, soit pas motivée par l'éthique protestante, c'est une évidence, mais l'on sait tous, pour l'avoir d'ailleurs, que les vagues de migrants américains, par exemple, typiquement, on prend des catholiques bien intégrés, les Irlandais, en quelques générations, eh bien, ma foi, étaient devenus des Américains. Donc il est difficile tout de même de prévoir ce genre de choses. Il est sûr en tout cas, par exemple, que la politique, par exemple, puisqu'on parle des latinos, vous parlez de politique étrangère, Obama est un homme réaliste de ce point de vue-là, et ces mesures en termes de naturalisation des Mexicains qui habitaient illégalement aux États-Unis est typiquement un exemple de ce que vous disiez, c'est-à-dire de l'influence du poids d'une communauté dans la politique, notamment étrangère, dans la relation au Mexique, d'un président américain. Il est évident que ce sera un poids. Encore une fois, c'est très difficile à évaluer dans l'avenir. Bonjour. Bonjour. Vous parlez de la faiblesse de la Chine vis-à-vis des brevets au niveau de la recherche et du développement. J'ai lu récemment qu'au niveau quantitatif, la Chine pouvait concurrencer les États-Unis en termes de brevets. Comment se fait-il que dans la pratique, elle lui reste bien inférieure ? Parce qu'il y a une pratique américaine, qui n'est pas européenne d'ailleurs,
c'est qu'aux États-Unis, quasiment toute découverte donne lieu à un dépôt de brevet immédiat. Brevettent énormément, même quand ils ne savent pas immédiatement quelle application ils pourraient faire d'une découverte, avec l'idée que parce qu'elle est brevetée, si un jour une application à partir de là est découverte, le détenteur du brevet touchera les droits. Donc c'est une mise en application, enfin, c'est un élément culturel, si vous voulez. Ça brevette énormément. En France, on ne brevette pas facilement, et vous savez que un de nos prix Nobel, justement, s'était fait devancer parce qu'il avait découvert quelque chose qu'avait breveté un Allemand. Voilà. Donc ça tient essentiellement à ça. Oui, bonjour. Là Bonjour. devant. Vous êtes là, J'avais une question. Est-ce que les États-Unis ont cette capacité à définir l'ennemi au niveau mondial? C'est-à-dire que jusqu'en 91, c'était l'URSS. Après, avec le 11 septembre, ça a été 2001-2011, avec la mort de Ben Laden, où c'était le terrorisme, et maintenant la Chine. Est-ce que c'est vraiment une capacité états-unienne de définir l'ennemi? Disons que ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir de 46, à partir de 46-47, de l'entrée en guerre froide, ils sont devenus de facto la seule puissance qui était en position, militairement, économiquement, de soutenir un conflit, et de fait, effectivement, de nommer l'ennemi, c'est évident. Et de nommer l'ennemi, ou en tout cas, parce que le Japon n'en est pas un, de nommer les rivaux. Hein. Oui, très probablement. Leur position de leader, vous savez, il est toujours plus difficile de conserver sa position que de l'acquérir, vous savez, ça, de tenir son titre. Et les élites politiques et économiques sont évidemment très attentives au fait de rester numéro un. Et dans ces conditions, alors dans le domaine économique, ça donne lieu à l'intelligence économique, savoir ce que font les concurrents. Et dans le domaine politique, la capacité à serrer les ennemis, les degrés de dangerosité. On parlait de la Corée tout à l'heure, et de savoir si demain, ça sera la Corée ou l'Iran, qui, etc. Parce qu'on parlait de ça tout à l'heure. Je n'ai pas beaucoup parlé de l'Iran, mais le président Obama a promis qu'il ne laisserait pas l'Iran, par exemple, se nucléariser. Donc il y a évidemment des brochettes de gens qui travaillent à la CIA ou dans les ministères sur cette question d'évaluation de la dangerosité réelle de tel rival potentiel. Oui, bonjour, au fond de la salle, à votre droite. À ma droite. Ici. Est-ce que l'exceptionnalité américaine ou leur puissance ne serait pas due au pétrodollar, sujet qu'on a très peu soulevé? Le dollar, c'est le carburant. Les États-Unis ont réussi une mue en 40 ans, ça fait 40 ans le choc pétrolier. Ils ont réussi une mue tout à fait incroyable puisqu'ils dépendaient en très grande partie du pétrole persique il y a 40 ans et ils ont réussi après le choc à s'en désengager en divisant par deux cette dépendance, en faisant prospecter leurs entreprises par exemple dans l'autre golfe, dans le golfe de Guinée et surtout en intensifiant en fait, alors notamment dans le cadre de l'ALENA, les livraisons de pétrole avec le Canada et le Mexique. Et comme je vous disais dans la conférence, il est probable qu'ils puissent sortir carrément de l'étau de la dépendance d'ici 10-15 ans. Ce qui, à ce moment-là, leur octroierait effectivement un surcroît de puissance par l'indépendance tout à fait considérable. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander, vous avez parlé des politiques de relance de Reagan. Est-ce qu'on peut imaginer que maintenant le déclin américain, l'apparent déclin américain peut être l'Amérique peut être relancée avec une même politique un peu du genre l'America's Back à nouveau en 2013, sachant d'autant plus qu'il y a eu le fameux séquestre. Est-ce que les problèmes budgétaires américains mettent fin, annihilent toute possibilité de relance américaine, relance de la puissance américaine? J'ai voulu faire une analogie simplement, enfin une comparaison parlante. Il est évident qu'il n'y aura pas de relance type à la Reagan. Lorsque Reagan arrive au pouvoir, il invente un truc extraordinaire, c'est la baisse des impôts et l'augmentation des dépenses pour faire des dépenses militaires. Aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent pas baisser les impôts et augmenter les dépenses. Effectivement, la contrainte budgétaire dont vous parliez à l'instant est forte. Néanmoins, il est sûr, par exemple, que le président Obama a aujourd'hui plusieurs cordes à son arc, notamment la corde technologique. Dans le New Deal, dans le plan de relance Obama 2009, il y a un volet de Green New Deal, par exemple, de relance d'énergie verte, et puis également une mise beaucoup sur la technologie. C'est probablement des relais de puissance importants pour demain. Et peut-être, si vous étiez là ce matin, vous avez peut-être entendu la conférence de David Cole sur la mondialisation et l'emploi. Les gaz de schiste, aujourd'hui, l'exploitation de ces gaz a permis de créer 500 000 emplois directs aux États-Unis, très bientôt 1 million d'emplois.
et d'obtenir un gaz qui coûte 3 à 4 fois moins cher que le gaz européen, et donc qui impacte ensuite le revenu des entreprises qui l'utilisent, et ce qui permet aux États-Unis de regagner en compétitivité, moyennant quoi, aujourd'hui, il y a une réindustrialisation. Par exemple, Rolls-Royce a installé une usine de confection de moteurs, non pas au Mexique, mais aux États-Unis, car les coûts salariaux ont été modérés et le coût de l'énergétique commence à baisser. Donc il est possible, si vous voulez, qu'il y ait des voies de renouveau dans des domaines très différents des années 80, mais encore une fois, la technologie, le coût de l'énergie, voilà, c'est une possibilité. Oui, j'avais une question sur la capacité militaire américaine face à la capacité militaire chinoise, et donc j'avais une question qui se divise en deux en fait. Est-ce que les États-Unis vont pouvoir conserver leur avance ? Ils ont une grande avance aujourd'hui, mais avec les difficultés budgétaires, etc., et un budget chinois qui augmente de façon exponentielle. Donc, est-ce qu'ils peuvent conserver cette avance? Et donc, deuxième partie de la question, si oui, quel remaniement stratégique ils vont pouvoir faire pour pouvoir assumer une meilleure armée moins chère, en fait? Alors, je suis content de votre question parce que je crois que personne ne peut y répondre, même pas les Américains. Je vais vous expliquer pourquoi. En 2010, le secrétaire d'État à la Défense, le prédécesseur de Panetta, qui s'appelle Robert Gates, fait un voyage en Chine. Et on l'emmène sur une base chinoise, et à ce moment-là, il voit une aile furtive. Vous savez, ces ailes delta noires qui ne sont pas détectables au radar. Il voit une aile furtive chinoise qui se pose, et les Chinois font comme si c'était une erreur, qu'ils n'auraient pas dû le voir, etc. Et il rentre aux États-Unis et fusille ses conseillers en disant « Vous m'aviez dit que ça n'existerait pas avant 15 ans. Et j'en ai vu une voler. Alors, est-ce qu'elle est indétectable au radar, etc. » Quoi qu'il en soit, ce qui est manifeste, comme vous le disiez, c'est qu'il y a une montée en puissance chinoise tout à fait importante. Donald Rumsfeld avait dit, mais pourquoi est-ce que les Chinois font autant de défense militaire s'ils veulent rester en paix? Il se pose bien une question aujourd'hui, effectivement, du potentiel militaire. Ce qui est sûr, c'est que les États-Unis, pour l'instant, dépensent énormément. Simplement, il y a des programmes militaires qui ont été entièrement gelés à cause des questions de déficit. L'avance américaine est nette aujourd'hui. Et pour répondre et finalement s'achever dessus, ce qui est sûr aussi, pour le moment, c'est que les ambitions chinoises se limitent finalement à l'espace asiatique. Alors voilà pourquoi la flotte américaine s'est déportée vers l'Asie. On ne peut pas, si vous voulez, parler encore une fois d'une sorte de guerre froide où le monde serait le terrain de jeu. Pour la Chine, pour l'instant, c'est le monde asiatique qu'il est. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas aux yeux des États-Unis, c'est-à-dire de ses alliés, Corée, Japon, Philippines, Hong Kong, Singapour, etc. Enfin, pardon, Singapour, Taïwan, un risque, il est réel. Mais il est bien difficile de répondre à votre question. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.